Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vous présente Steph Nimby, qui m'accompagne ce soir. Bonsoir. Steph et moi-même travaillons au sein du cabinet Beaubourg Patrimoine. Je pense que certains d'entre vous ont déjà participé à nos webinaires. Pour d'autres, c'est une découverte. Le principe un peu de l'émission, c'est que on va dérouler le thème de notre webinaire pendant une demi-heure, trois quarts d'heure. On va un petit peu vous présenter notre cabinet pendant 5 minutes à la fin du webinaire et on ouvrira les questions pour que vous puissiez revenir vers nous s'il y a des choses sur lesquelles vous souhaitez plus de précision ou si vous n'avez pas complètement compris. Voilà, donc vous utilisez pour poser les questions la fonction question-réponse sur le logiciel Zoom. On a décidé de diviser la thématique de la retraite, puisque c'est ce dont on va parler ce soir, sous forme de trois items. Le premier, c'est de vous aider à comprendre la retraite. C'est toujours plus difficile pour les Français qui résident à l'étranger. Comprendre votre retraite, c'est essayer de voir comment le système de retraite français se coordonne avec le système de retraite duquel vous dépendez. C'est aussi essayer de voir quels sont les systèmes de retraite prévus par la nation française pour les Français qui résident à l'étranger. Donc ensuite, tout ça nous amènera à poser, à imaginer comment vous allez pouvoir construire votre retraite en complément de ce qui est proposé par l'État français. Et pour pouvoir construire votre retraite, il faut préalablement définir vos besoins. Et donc ça fera l'objet du deuxième item de notre webinaire. Ensuite, on essaiera de dérouler les solutions qui vous permettront peut-être d'obtenir les 4 000 euros de rente mensuelle qui était le titre de notre webinaire. Donc on verra si c'est possible ou pas, parce que c'est quand même un peu ambitieux. Et ensuite, donc, comme je vous l'ai dit, on verra comment notre cabinet peut vous aider, et ensuite on répondra à vos questions. Donc on va partir sur les aspects les plus théoriques du webinaire de ce soir. On va essayer de mieux comprendre la retraite pour les Français de l'étranger. Alors, je suis désolé, on a eu des problèmes que je n'avais pas anticipés, mais les petits emojis qu'on avait prévus pour vivifier la présentation, ils ne fonctionnent pas sur l'ordinateur qu'on utilise pour le webinaire, donc excusez-nous. On vous enverra des slides plus propres. Alors, comprendre votre retraite, il y a un cas qui est simple, c'est le cas des particuliers, des salariés détachés. On s'en débarrassera dans une première partie. Ensuite, on essaiera de voir comment les différents systèmes de retraite en France et à l'étranger se coordonnent selon le pays de résidence dans lequel vous êtes installé. Et dans une troisième partie, on essaiera de voir quel est le système de retraite français qui est destiné spécifiquement aux Français de l'étranger et aux expatriés. Alors, on commence par les salariés détachés. Donc ça, c'est très simple. C'est pour ça qu'on en parle en premier. Pour votre retraite, quand vous êtes un salarié détaché, j'imagine que vous le savez déjà, vous continuez à adhérer au régime obligatoire français. Donc vous avez le régime de la sécurité sociale, l'Agirc ou l'Arco en fonction de votre situation. Et si vous travaillez à l'étranger, c'est comme si vous travailliez en France. On n'en parle pas longtemps. On va plutôt voir les cas les plus compliqués. Donc là, vous n'êtes pas un salarié détaché. Alors, vous cotisez ou vous cotisez pas dans le pays dans lequel vous résidez. Comment ça se passe si vous cotisez? Comment les retraites étrangères et françaises vont-elles se coordonner? Alors, vous allez cumuler donc dans votre carrière des périodes où vous cotisez en France, des périodes où vous cotisez dans un ou plusieurs pays étrangers, ou alors vous allez cotiser que dans des pays étrangers. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, il y a trois situations possibles en fonction du pays dans lequel vous êtes installé. Soit c'est un pays qui appartient à l'Union européenne ou plus largement à l'espace économique européen. Donc là, le système de calcul est plutôt protecteur pour le salarié ou pour la personne qui a cotisé. Donc, premier calcul qu'on va faire, on va totaliser les périodes de cotisation pour la retraite.
Et donc, on va regarder tous les trimestres ou toutes les années qui ont été travaillées dans chacun des pays dans lesquels vous avez résidé, et on va les additionner. Deuxième étape, on va calculer la pension. Donc ça, c'est une règle que vous retrouverez plus tard également. Il y a deux manières de calculer la pension. La première manière, c'est ce qu'on appelle la pension nationale. Donc la pension nationale, c'est une pension qu'on calcule uniquement sur les périodes qui ont été cotisées dans un pays donné selon la législation de ce pays-là. Euh, En opposition avec la pension proportionnelle. Donc la proportionnelle, ben, comme son nom l'indique, ça introduit une notion de prorata. Donc on va calculer la pension comme si toute votre carrière avait été faite dans le pays concerné, et puis ensuite on va appliquer un prorata pour ramener la pension au nombre d'années où vous avez effectivement cotisé. Et comme le système a vocation à être généreux, on va prendre la pension qui est la plus élevée pour que ce soit le plus favorable pour vous. Donc ça, c'est la deuxième étape. Et la troisième étape, eh bien ensuite, vous allez, une fois que vous êtes à la retraite, vous allez toucher votre pension et chaque système, chaque caisse de retraite dans laquelle vous avez cotisé vous payera directement. Voilà un petit peu le principe. Il faut être dans l'Union européenne. C'est un système qui est favorable, mais on va voir que le système est quasiment identique si vous résidez dans un pays qui n'est pas de l'espace européen, mais qui a signé une convention avec la France. Alors c'est important, on vous a listé tous les pays qui ont signé une convention. Donc, vous voyez qu'il y en a beaucoup, qui sont sur tous les continents. Il y a même le Québec, qui n'est pas un vrai pays, en tout cas pas pour l'instant. Et donc, on a un système quasiment identique à celui de l'Union européenne. On va encore totaliser les périodes et on va vérifier à chaque fois quand même si vous atteignez la durée minimale requise pour ouvrir les droits à pension. Ensuite, on va calculer la pension comme on l'a dit tout à l'heure, pension nationale ou pension proportionnelle. On prend la plus haute des deux et ensuite, comme tout à l'heure, le paiement il sera directement fait par la caisse de retraite du pays dans lequel vous avez cotisé. Voilà, donc là, pas de surprise, on est sur un schéma à peu près comparable. La dernière situation, ben là, vous êtes dans un pays qui n'est pas de l'Union européenne, qui n'a pas signé de convention avec la France. Ah, c'est un peu moins commode. Là, on est dans une situation un peu plus fragile. Donc là, on ne va pas totaliser les périodes. C'est chaque pays qui va appliquer sa propre législation nationale. Ça veut dire que si vous avez résidé peu de temps dans un pays, il y a des chances que vous n'ayez pas cotisé suffisamment longtemps pour pouvoir avoir droit à une retraite. Et donc là, ça veut dire que vous aurez cotisé pour rien si vous êtes dans cette situation-là. Vous allez toucher des pensions distinctes. Hein. Donc là, la France va calculer et va verser votre retraite uniquement sur la base des cotisations que vous avez réalisées en France. Et puis le pays étranger, lui, il va faire pareil, il va calculer avec ses règles locales, sans coordination avec la France. Et comme on le disait tout à l'heure, si vous n'avez pas rempli les conditions minimales, vous n'avez rien. Et puis pas de garantie de transfert, naturellement. Les cotisations qui sont versées dans un pays étranger ne sont pas récupérables et ne peuvent pas être transférées vers le régime français. Donc c'est une situation qui est quand même un peu plus incertaine. Alors, si le système de retraite du pays dans lequel vous résidez est insuffisamment protecteur, il y a une solution. Et ça tombe bien, c'est l'objet du paragraphe qui vient après. Et là, l'État français va vous proposer un système comparable à celui qui existe en France, dont vous avez certainement déjà entendu parler, hein, et qui vous permet de cotiser à un régime de base et à un régime complémentaire, un peu sur le même schéma que ce qui existe pour les personnes qui résident en France. Donc le régime de base, en France, c'est la sécurité sociale. Pour les personnes qui résident pas en France, c'est la CFE. La complémentaire en France, c'est la GIRC-ARCO. Hein, quand vous êtes dans un pays étranger à la France, quand vous êtes résident étranger, là, vous allez pouvoir vous affilier à Malakoff Humanis. Donc, on va voir un petit peu comment ces deux systèmes fonctionnent. Donc, la retraite de base, c'est la Caisse des Français de l'étranger. On rentre dans des calculs un peu techniques et un peu mathématiques. Comment ça se passe pour calculer pour calculer vos cotisations dans ce schéma classique, hein. Les calculs de cotisation, il est fonction du plafond annuel de la sécurité sociale.
le fameux pass, qui est aujourd'hui, en tout cas cette année, à 41 000 euros. Et le taux de cotisation, c'est environ 18% du pass pour la retraite de base. Et donc, ça vous fait à peu près 600 euros par mois. Et la cotisation est forfaitaire, elle dépend du niveau du pass. Donc les avantages, donc ça ressemble un peu à ce que vous avez sur le régime de base en France, hein. L'avantage, ben, c'est que les cotisations, elles sont reconnues comme si vous aviez cotisé en France. On va valider votre trimestre. Vous rentrez dans un schéma que vous maîtrisez. Vous maintenez vos droits. Retraite de base, et on verra tout à l'heure complémentaire, cadre et non cadre. Et vous avez un système fiable, éprouvé, sécurisé autant que faire se peut, hein, en espérant que l'État français continuera à être durablement solvable. Les inconvénients, ben, c'est déjà que le coût est élevé, parce qu'on verra tout à l'heure, c'est les simulations qu'on vous a préparées. Vous cotisez beaucoup, mais vous n'avez pas forcément énormément. Et rendement limité, ben, les pensions dépendent du nombre de trimestres et de points et pas du capital versé. Donc ouais, c'est un système un peu, c'est un peu une boîte noire, hein, comme d'ailleurs le système auquel nous cotisons, Steph et moi en France. L'équivalent de la complémentaire Argirco, on en a parlé, c'est Malakoff Humanis. Alors là, Malakoff Humanis, ça fonctionne pas comme la CFE. CFE, on calque le système de la répartition française, mais Malakoff Humanis, c'est un système en points. C'est un peu comme il y a certaines professions qui utilisent encore ce schéma-là, hein, de retraite par points. Moi, dans mon premier métier, je cotisais dans une retraite particulière avec un régime par points. Et c'était aussi le par points, c'était la réforme de retraite que voulait mettre en place Emmanuel Macron la première fois avant qu'il recule, avant le Covid. Et donc, bah, les droits, chaque fois que vous versez des cotisations, c'est converti en points. Et votre pension, elle dépendra du nombre de points que vous avez réussi à accumuler, plus la valeur du point. Multiplié, pardon, pas la valeur du point. La valeur du point aujourd'hui, c'est 1,42 euros par mois en 2025. Comment on calcule les cotisations? Là encore, on en rajoute une bonne couche. Vous vous rappelez des 18% de tout à l'heure. Donc l'assiette, ben on va regarder, il y a deux tranches en fonction du pass. Donc jusqu'au pass, c'est la première tranche. Et la deuxième tranche, c'est 1 à 8 passes. Ça peut vous amener jusqu'à 328 000 euros. Et le taux sur la tranche 1, il va être de 10% de votre salaire. Sur la tranche 2, il va être de 23% du salaire. Donc, vous voyez, quand on arrive sur 18%, plus 10%, plus 23%, ça commence à faire un petit peu. Les avantages de la retraite Malakoff Humanis, ben, c'est un peu comme la CFE. Vous êtes dans un régime connu, fiabilisé, éprouvé. C'est un système aussi qui, si vous cotisez beaucoup, vous pouvez avoir une pension intéressante, hein, vous pouvez avoir jusqu'à 2500 euros brut par mois quand vous cotisez beaucoup, et vous avez, et vous avez les inconvénients qu'on avait aussi soulignés pour la CFE, c'est un coût qui est un peu élevé et une relative complexité, hein, c'est le phénomène de boîte noire de tous ces systèmes, soit de répartition, soit de capitalisation par points. Alors, on a voulu essayer de répondre à la fameuse question qu'on a utilisée comme titre du webinaire. Comment il faut faire pour obtenir une retraite de 4 000 euros par mois en utilisant ce système CFE Malakoff Humanis? Alors, c'est une question qui est inappropriée finalement à un système à une combinaison de systèmes de retraite par répartition, par capitalisation de points, parce que évidemment, on saura quelle retraite on touche que quand on sera à la retraite, et ça dépendra d'un certain nombre de critères qui ne sont pas tout à fait connus aujourd'hui. Donc, on est obligé de faire de grossières approximations. On a quand même essayé de les faire, hein. Donc aujourd'hui, on voit bien que si on cotise plein pot à la CFE, on peut espérer récupérer 1 900 euros brut par mois. Si on cotise plein pot à Malakoff Humanis, on peut espérer récupérer 2 000 euros, peut-être 2 500 euros par mois en plus. Donc tout ça, ça nous amène entre 3 500 et 4 400 euros brut. Donc ça c'est bien, mais ça veut dire quand même qu'on a été obligé de cotiser 3 200 euros par mois pendant 40 ans. Donc c'est un investissement qui est quand même significatif. On va voir tout à l'heure qu'il y a des solutions qui sont peut-être un peu moins coûteuses, peut-être un peu plus risquées, je ne sais pas, hein, parce qu'on sait que dans 40 ans, qu'est-ce que sera le système social français, on n'en sait trop rien.
mais en tout cas, voilà, ça a permis, c'est des simulations sommaires, hein, mais qui vous permettent quand même de mettre quelques chiffres sur le système CFE, plus Malakoff humaniste. Donc, on voit que on a peut-être intérêt quand même à ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, ou à essayer de sélectionner des solutions de retraite un peu plus performantes par rapport au montant investi. Et donc, on va essayer de vous l'imaginer au cours de la suite de ce webinaire, des solutions pour construire sa propre retraite en complément ou complètement indépendamment du système de retraite qu'on vient de vous exposer là. Donc là, ça nous emmène à Steph, parce que Steph, quand donc on commence à imaginer des solutions pour partir à la retraite et pour avoir une retraite décente au moment où on a choisi d'arrêter de travailler, ben, il faut quand même avoir un petit peu préparé son plan. Exactement. Alors, comment c'est le moment où il faut se poser certaines questions. Donc, déjà revoir son projet de vie. Est-ce que mon expatriation est temporaire? Est-ce que c'est de longue durée? Est-ce qu'elle est définitive? Je ne rentrerai plus en France. Commencer à voir, à revoir, ou en tout cas envisager son parcours professionnel. Et surtout, commencer à définir dans quel pays de résidence je vais vivre ma retraite. Vais-je repartir en France? Resterai-je à l'étranger, etc. Donc, il faut se poser ces questions-là pour construire son projet, mais cela vient également, évidemment, comme Patrick l'a souligné, avec des contraintes financières. Alors, quel est le montant de revenus dont je souhaite disposer au moment de ma retraite pour maintenir mon niveau de vie? Quel est l'effort financier que je dois, moi, réaliser? Patrick vient de le montrer dans les diaporamas précédents. Vous voyez bien que sur le régime, par exemple, Malakoff Humanis, il y a un effort considérable, quasiment de 3 200 € de mémoire. Avec la CFE. Avec la CFE, pour pouvoir espérer toucher entre 2 000 et 2 500 € après une période de 40 ans de cotisation. Enfin, voilà. Imaginez cet effort financier, comment je pourrais la réaliser, quel est le risque que je suis prêt à supporter, parce que là, on le verra plus tard, il va falloir aller investir cet effort financier que vous allez pouvoir réaliser, et surtout, quelle fiscalité vais-je supporter, vais-je avoir par rapport à mon pays de résidence actuel et celui du futur, au moment où je prendrai ma retraite. Et c'est important de dire, Steph, que toutes ces questions-là, elles sont vraiment fondamentales par rapport à votre projet de retraite. Pourquoi? Parce que la retraite, la préparation de la retraite, c'est de la mathématique financière. Donc, la mathématique financière, ça veut dire quelle durée, hein, je vais épargner. Si vous avez que 10 ans, c'est pas pareil que si vous avez 40 ans. Pourquoi on vous a dit quel parcours professionnel? Parce que si vous anticipez, si vous êtes un jeune cas dynamique et que vous anticipez que vos revenus vont fortement augmenter, vous n'aurez pas forcément la même politique d'épargne que si vous avez un revenu qui va être flat. La pays de résidence, ça va de soi. Le risque, c'est important le risque, parce que on va vous faire plein de projections. On va avoir des projections où vous avez 4% de rendement, 5%. Il faut se dire que même pour avoir 5% de net de rendement aujourd'hui, il faut quand même accepter un certain risque, hein, parce que les placements à risque, ça ne rapporte pas 5%. Donc il faut évidemment combiner le risque avec une certaine protection. Mais si vous avez un peu de durée pour épargner, il faudra que vous mettiez un peu de risque dans votre propre intérêt pour pouvoir investir moins pour votre retraite. Voilà ce que je voulais préciser. Et maintenant, vous allez pouvoir nous expliquer comment on va pouvoir construire la retraite une fois qu'on a bien réfléchi à ces questions et qu'on y a apporté les réponses appropriées. Et effectivement, une fois que vous avez donc réfléchi, est-ce que l'objectif en ce moment-là, c'est, en termes de conclusion pour vous, c'est j'aurais besoin d'une rente viagère, j'aurais peut-être besoin d'avoir un capital au moment où je partirai à la retraite que je pourrais consommer. La question d'un réinvestissement de capital, c'est-à-dire
fournir un effort d'épargne pendant une certaine période et espérer, après un horizon donné, commencer à toucher des dividendes ou des revenus, etc., en fonction du capital qu'on a investi, ou simplement se dire, ben, je suis prêt aujourd'hui j'ai pas besoin de revenus, donc à différer mes revenus dans le temps pour une espérance de revenus plus tard. Donc vous aurez quatre façons de le faire. Si vous optez pour la rente viagère, il y aura en face deux enveloppes pour pouvoir aller chercher une rente viagère. La rente viagère, comme le nom l'indique, hein, c'est une rente que vous touchez à votre extinction, jusqu'à votre décès. Donc, soit c'est le PER, donc le plan épargne retraite, soit l'assurance vie. Si c'est l'option consommation, donc disposer d'un capital au moment de ma retraite et de consommer ce capital-là, ben là également on retrouve le PER et l'assurance vie. Si c'est la solution plutôt réinvestissement de capital, on vous parlera du private equity, donc du non-coté, et éventuellement sur la solution revenu différé, on vous parlera du mécanisme du démembrement que vous pourrez, par exemple, utiliser dans l'immobilier en direct ou sur papier. Ouais, merci Steph. Donc, on va reprendre ces quatre solutions les unes après l'autre. Alors, pour simplifier un peu les choses, parce que sinon, comme le PER et l'assurance vie, ils ont une vocation duale, hein, à la fois on peut opter pour une rente viagère ou on peut l'utiliser comme un produit de capitalisation classique. On a décidé de se dire que le PER, qui était auparavant le plan d'épargne retraite populaire, était un produit plutôt de rente. Donc, on va voir comment on peut utiliser le PER pour constituer une rente viagère. Et l'assurance vie, on va plutôt se dire que c'est le produit qu'on va utiliser pour capitaliser au maximum son épargne. Et une fois qu'on est arrivé à la retraite, eh ben, on prend sous forme de rachat partiel ce dont on a besoin, et puis on regarde quel capital il reste quand on arrive à la fin de sa vie. Alors, commençons donc par le PER. On va commencer par le PER. Alors, le PER, donc le contrat épargne retraite, va vous permettre de construire votre retraite en réalité. Vous allez pouvoir cotiser en fonction de vos moyens. Vous allez vous-même définir quel est l'effort financier que vous pourriez mettre mensuellement, par exemple, trimestriellement, peu importe la fréquence. Vous aurez la capacité de choisir les supports sur lesquels vous souhaitez investir, et ça en fonction évidemment de votre sensibilité au risque et, Patrick l'a évoqué, de votre durée d'investissement. Théoriquement, vous aurez une connaissance précise, en tout cas, vous connaîtrez l'ensemble des frais que vous aurez à subir sur votre enveloppe fiscale. Et ça également, Patrick l'a évoqué, désormais, avec le PER, vous aurez la possibilité de choisir, en fait, votre sortie. Vous pourrez opter pour la rente viagère ou pour une sortie en capital. Voilà. Alors, trois éléments importants qu'il faut quand même garder en tête. En fait, le niveau de vos rentes futures va dépendre de la rentabilité de votre capital. Patrick a évoqué la notion de risque tout à l'heure. Va dépendre également du moment où vous partirez à la retraite et de la durée d'investissement que vous aurez devant vous. Évidemment, ce qui va être également très important dans le calcul des droits, c'est l'âge à laquelle vous partirez, vous ferez valoir vos droits. Alors la fiscalité. Dans le cas du PER, il n'y a pas de déduction fiscale à l'entrée pour les Français qui sont à l'étranger. C'est vrai pour les résidents fiscaux français. Par contre, si vous décidez de vivre votre retraite en France, au moment de votre retour en France, vous pourrez bénéficier d'un plafond exceptionnel qui est boosté jusqu'à x4 l'année de votre retour. Alors, avant qu'on réponde à la question là, des fameux 4 000 euros, vous avez peut-être essayé d'ouvrir des PER en tant que Français résident à l'étranger. C'est pas super simple, hein, parce que théoriquement, le PER est ouvert, vous êtes ouvert. En pratique,
il est souvent fermé. Même on va parler de l'assurance vie tout à l'heure. L'assurance vie, déjà, c'est pas toujours facile de trouver des compagnies qui sont souples vis-à-vis des Français qui habitent à l'étranger, surtout quand ils habitent en dehors de l'Union européenne. Mais alors même ceux-là, ils veulent pas ouvrir de PER. Donc, on a trouvé une solution qu'on a proposée à pas mal de nos clients, mais il n'y en a qu'une. Hein. Donc voilà, ça c'est ce qu'on voulait dire. Il y en a une, mais si vous avez cherché et que vous n'avez pas trouvé, bah, ça veut dire que c'est possible. Alors, cette fameuse question, c'est possible 4 000 euros et sous quelles conditions? Effectivement. Et juste, on a peut-être oublié de le mentionner avec Patrick, en ce qui concerne la fiscalité de votre rente viagère, la fiscalité, en fait, il n'y a pas, en principe, dans le cas du PER, de retenue à la source en France, c'est la fiscalité de votre pays de résidence qui va s'appliquer. Alors, effectivement, si votre âge de départ à la retraite, c'est 65 ans. Pour pouvoir viser une rente viagère d'environ 4 000 euros par mois, il faut respecter un certain nombre de paramètres en termes de durée. On voit qu'il faut cotiser au moins 30 ans. Donc, commencer, souscrire à son PER quand on a ses 35 ans. Avoir un objectif, en tout cas, être suffisamment, avoir un profil qui permet d'aller chercher un rendement annuel moyen de 4%. Lorsqu'on a rempli ces trois conditions, on peut espérer percevoir donc une rente de 4 000 euros sur une durée de 20 ans, donc entre 65 à 85 ans. Si vous êtes capable donc, de faire cet effort, qu'est-ce que ça représente? En fait, c'est un versement mensuel pendant 30 ans de 1 000 euros par mois, donc 12 000 euros par an. Ce capital qui va représenter environ 360 000 euros, plus la capitalisation qui va se faire, au moment de votre départ à la retraite, vous toucherez, vous aurez à votre disposition, vous aurez accumulé un capital d'environ 650 000 euros. Alors c'est quand même un peu plus rentable. Enfin, un peu plus rentable. On a l'impression que l'effort financier est quand même moins important que quand on parlait tout à l'heure des systèmes viagers CFE plus Malakoff Humanis. Bon, par contre, il faut bien être conscient qu'il faut arriver au 4% net. Hein, 4% net de frais de gestion, net de fiscalité, net de tout. Et ça marche que si on arrive à 4%. Exactement. Voilà. C'est toujours important, ça. Alors, on a parlé après du contrat d'assurance vie. Donc là, c'est un système un peu différent, hein, où on le présente dans une hypothèse où on ne vise pas la rente viagère. Donc, on vise une situation où on épargne jusqu'à sa retraite. Après, on prend sa rente et puis on regarde s'il reste. Exactement. Et il y a des vraies différences. C'est vrai qu'on ne l'a pas évoqué. Dans le premier cas, dans le PER, on aliène notre capital. Si on opte pour la rente viagère, ça veut dire que si on n'a pas vécu, on s'est dit, vous voyez dans l'exemple de 65 à 85 ans, si on décède avant, c'est walou, on a tout perdu. Donc, mais par contre, si on vit plus tard, eh bien, on a quelque chose. Exactement. Donc l'inverse est vrai, effectivement, Patrick. Alors l'assurance vie, c'est effectivement une enveloppe juridique qui va vous permettre d'épargner de manière beaucoup plus souple, régulièrement si vous le souhaitez, et en toute liberté. Donc là également, vous pourrez définir la fréquence avec laquelle vous souhaitez effectivement épargner. C'est mensuel, trimestriel, annuel, si vous avez un bonus annuel par exemple. Vous aurez également toute latitude dans le choix des supports financiers, plus ou moins risqués. Patrick l'a évoqué. Si vous voulez un certain rendement, il faut avoir effectivement une sensibilité au risque qui peut être élevée. Mais vous aurez la possibilité soit d'aller sur les produits historiques qu'on connaît du contrat d'assurance vie, comme le fonds euro, avec la garantie du capital, mais avec une rémunération qui est très basse. Donc là, on est très loin de l'objectif des 4%, ou effectivement aller chercher le rendement sur des unités de compte, donc des fonds actions, etc., pour aller essayer d'atteindre l'objectif de rendement de 4% minimum quand c'est fixé. Alors, lors de votre départ à la retraite, vous aurez donc là également toute latitude en termes de sortie sur cette enveloppe-là. Soit vous rachetez totalement votre capital, vous l'avez en disposition et vous faites ce que vous voulez, soit vous pouvez mettre en place également ce qu'on appelle des rachats partiels programmés.
J'ai besoin de 3 000 euros pour maintenir mon niveau de vie. C'est 4 000 là. Là, c'était 4 000, c'est vrai. J'ai besoin de 4 000 euros pour maintenir mon niveau de vie pendant ma période de retraite. Tous les mois, on peut vous verser ces 4 000 euros ou trimestriellement 12 000 euros. Voilà, vous avez totalement toute cette liberté-là. Alors, les avantages, on les a un peu évoqués. Donc là, vous pourrez maîtriser la consommation de votre capital jusqu'à épuisement. Vous pourrez également transmettre dans des conditions favorables si jamais vous arrivez à décéder votre capital. Voilà, sans avoir consommé le capital. Si vous décédez plus tôt que la table de mortalité, ça vous permet ou si vous avez encore de toute façon de l'épargne résiduelle, ça vous permet de la transmettre dans de relativement bonnes conditions. Exactement. Alors, on dit toujours qu'il faut aller au Luxembourg. C'est une bonne idée ou pas? C'est une bonne idée si on a les moyens de le faire. Alors, une bonne idée, pourquoi? Parce que théoriquement, le contrat luxembourgeois va vous apporter davantage en matière de sécurité. Il y a le fameux triangle de sécurité, donc vos capitaux ont une protection qui est très renforcée. La prime que vous versez, vous avez une garantie sur la totalité du montant que vous apportez. Vous savez que, alors, je vais aller vite, mais théoriquement en France, le fonds de garantie prévoit une assurance jusqu'à 70 000 euros. Pour ce qui est au-delà, normalement, il n'y a pas de couverture en théorie. Au Luxembourg, c'est sans limite. J'ai déposé 100 000 euros, je suis protégé à hauteur de 100 000, 1 million, et je suis protégé à hauteur de 1 million. Vous avez toute la souplesse. Parce que en fonction de la prime que vous allez déposer auprès de la compagnie de l'assurance et de votre patrimoine financier, vous allez avoir accès quasiment à la totalité des actifs financiers. Donc, vous pourriez même faire des cryptos, des titres vifs, les fonds. Vous aurez accès à des ETF, donc des fonds qui sont moins coûteux que les fonds traditionnels. Vous avez également un avantage qui est considérable. Vous allez pouvoir bénéficier de la transparence fiscale de Luxembourg. Donc, pas de retenue à la source en matière de fiscalité au Luxembourg. La fiscalité qui va s'appliquer, c'est la fiscalité de votre pays de résidence. Voilà, bon, en contrepartie, si on n'a pas beaucoup de sous au début pour commencer, c'est un peu désagréable parce que déjà, il faut trouver une compagnie. Exactement. Et puis après, une fois qu'on a trouvé la compagnie, il faut aussi qu'on aura des frais qui sont un peu plus chers que sur un contrat français. Évidemment. Effectivement, on a un ticket d'entrée qui peut commencer à 100 000 euros, mais là, on est vraiment, je ne sais pas moi, en 4e division. Donc, voilà, c'est pas fait pour ça. C'est pas fait pour ça. On aura davantage de frais. Alors, effectivement, après, un des inconvénients, c'est le fait qu'il n'y a pas de liquidité sur les supports de private equity, ce qui n'est évidemment pas le cas pour les contrats français où la compagnie d'assurance assure la liquidité de ces actifs-là. L'idée, c'est-à-dire si vous voulez racheter un fonds de private equity qui est dans votre assurance vie, ou si vous voulez l'arbitrer contre un OPCVM classique, en France, l'assureur, il vous fera la liquidité, c'est-à-dire il effectuera cette transaction, qu'il y ait une contrepartie ou pas à votre fonds de private equity. Au Luxembourg, c'est pas ça. S'il n'y a pas de contrepartie, vous vous débrouillez. Il ne vous fera pas la liquidité. C'est ça que ça veut dire. Exactement. Alors, vous aurez également, vous n'aurez pas accès au placement franco-français comme le fonds euro, sauf si c'est la filiale d'une compagnie d'assurance française, mais avec un coût supplémentaire, donc c'est moins intéressant, et vous n'aurez pas accès aux solutions de pierre papier, donc les SCPI. Alors, en matière de fiscalité, donc, on l'a dit, pas de fiscalité, pas de retenue à la source au Luxembourg. Alors, sauf si vous êtes donc votre contrat a été souscrit via la filiale d'une compagnie d'assurance française et que sur ce contrat-là, vous avez un support fonds euro. En ce moment-là, effectivement, de manière annuelle, vous avez vous acquitter. Le fonds euro, les impôts, il est toujours prélevé. Il est prélevé annuellement. Alors, donc pendant la période de capitalisation, évidemment, vous n'avez pas de fiscalité. La fiscalité
quand elle existera, ça sera au moment où vous sortirez de l'argent. Donc, c'est simplement au moment des rachats partiels ou du rachat total que vous aurez à subir une fiscalité, donc une retenue à la source si c'est un contrat français. Et puis la fiscalité du pays de résidence. Et la fiscalité du pays de résidence. Bon, mais c'est très clair. Et en transmission? Et en transmission, ben là également, c'est un contrat, c'est une enveloppe fiscale qui est très favorable, puisque vous pourrez, si notamment le souscripteur ou les bénéficiaires au moment, donc le souscripteur au moment du décès ou les bénéficiaires sont résidents France, vous pourrez profiter de l'ensemble des avantages réservés donc en matière de transmission sur le contrat d'assurance vie, des abattements qui sont importants, donc de 152 500 € pour tous les versements effectués avant les 70 ans, etc., etc. Mais ça, on pourra en parler. Si jamais vous êtes intéressé, on ira dans les détails. Alors, on va reprendre un petit peu nos fameux 4 000 € par mois. Alors là, on va se poser une question un peu différente. C'est qu'on fait un peu le même schéma que pour le PER tout à l'heure. On épargne 1 000 € par mois pendant longtemps. La rentabilité de mon placement, elle est de 4%. Sauf qu'une fois que je rentre à la retraite, eh bien, au lieu d'opter pour une rente viagère, là, je vais dire, je fais un rachat partiel programmé, comme vous le disiez tout à l'heure, de 4 000 € par mois. Et on va se dire pendant 20 ans, en supposant que je prévois de vivre 20 ans après mes 65 ans. Et donc là, la question qu'on va se poser, c'est il me reste quoi à la fin? En tout cas, le capital au terme des 20 ans serait d'environ 46 000 €. Donc, vous aurez, sur une durée de 20 ans, quasiment consommé la totalité de l'épargne que vous aurez constituée pendant votre période, la période où vous étiez actif. Alors, et ça, Patrick l'a insisté à plusieurs reprises, attention au rendement réel, parce que si le rendement est plus faible que l'objectif des 4%, l'épuisement du capital se fera avant les 20 ans. Ça évite quand même le fait que c'est quand même plus prudent quand on construit sa retraite d'avoir un bout de viager quand même, parce que le bout de viager, il est protecteur. Alors, on a vu quand même deux solutions, on en a vu deux là. Oui. Donc, on en a encore deux à voir. On accélère un peu. Donc là, c'est une solution où on va investir dans des produits pour créer du capital. Et ce capital, il pourra être utilisé ensuite pour la retraite. On va voir en plus qu'il y a une astuce en private equity qui permet de réinvestir à chaque fois qu'on récupère l'argent de son investissement en private equity. Et ça fait un peu boule de neige et ça permet comme ça de préparer une espèce de rente au moment où on arrive à la retraite. Alors, expliquez-nous un petit peu tout ça. C'est un peu compliqué, un peu technique. Effectivement, on va essayer de faire simple. Donc, la troisième solution, effectivement, c'est de pouvoir, c'est d'aller investir dans du non-coté. Alors, le non-coté, ça couvre plusieurs univers. Donc, on les a mentionnés là. Ça peut être des actions d'entreprise non cotées, ce qu'on appelle communément le private equity pour utiliser le terme anglo-saxon. Ça peut être de la dette privée. Ça peut être les investissements en infrastructure, ça peut être de l'immobilier et ça peut être également le marché secondaire qui explose depuis déjà 2 ans et demi par exemple. Alors le fonctionnement, il est très simple. Enfin, j'espère en tout cas. L'idée, c'est que des investisseurs comme vous, ce qu'on appelle en anglais des LP, Limited Partners, vont apporter des fonds à une société de gestion spécialisée qu'on appelle en anglais GP, General Partners, qui, elle, va, au nom donc, des LP, des investisseurs, donc de vous, investir en fonction de la politique du fonds votre argent. Généralement, cette période d'investissement dure au minimum 5 ans. La société de gestion, elle, a pour objectif d'aller travailler de concert avec le management des sociétés qu'elle va acquérir dans son portefeuille, dans le but, effectivement, de la valoriser au maximum, la participation, et l'objectif de revendre à des multiples qui sont plus importants au moment de la sortie. Le fonds, généralement, va commencer, donc retourne l'argent aux investisseurs au fur et à mesure des investissements. Cette période de désinvestissement va commencer généralement à partir de l'année 5
et elle va courir jusqu'à l'année 7 ou l'année 8. La durée d'un fonds de private equity, de manière théorique, c'est généralement entre 8 et 10 ans. Voilà. Alors, pourquoi alors, le private equity, donc, on est obligé d'immobiliser ses sous. Exactement. Mais alors, pourquoi on fait ça? Alors, pourquoi on fait ça? D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que le private equity, pendant très longtemps, était une classe d'actifs qui était réservée aux très riches, donc à des investisseurs institutionnels. Un investisseur institutionnel, ça peut être une banque, une compagnie d'assurance, un fonds, etc. Et à des clients particuliers qui étaient capables de pouvoir mettre sur la table au moins 10 millions de dollars. Donc, c'est une classe d'actifs qui aujourd'hui se démocratise davantage, mais avec des tickets d'entrée quand même encore aux alentours au moins de 100 000 euros. Pourquoi? Ben parce que un des atouts majeurs du private equity, c'est sur l'espérance de rendement qu'on peut y attendre. Les sociétés de gestion, dans leur politique d'investissement, ne vont pas être soumis aux aléas des marchés financiers. On est sûr du non côté, il n'y a pas cette obligation de reporting trimestriel, il n'y a pas des actionnaires derrière vous pour vous mettre le feu et donc avoir des résultats immédiatement. La société de gestion a du temps à côté du management des sociétés qu'elle achète, de pouvoir mettre en place une vraie politique de valorisation des actifs qu'elle acquiert. Le private equity, historiquement, a toujours su performer toutes les autres grandes classes d'actifs. Ne nous croyez pas, il y a des études qui sont publiques. L'une des plus connues en France est celle de EY et Francis West. Il y en a une internationale qui est de Cambridge Associates. Et vous pouvez voir sur notre présentation, le capital investissement sur une durée de 10 ans en France a délivré en moyenne une performance de 12,4 quand le CAC 40 fait 8,9. L'immobilier est à 4,1 et les hedge funds qui sont censés battre les marchés, ça c'est l'objectif, sont en moyenne à 2,6. Alors, un autre avantage majeur du private equity, effectivement, ce qui la rend d'ailleurs aussi très efficace, c'est cette idée d'alignement en termes d'intérêt. Ben, pourquoi? Comment ça se matérialise? Ben parce que les gérants ont tout intérêt à faire les bons choix, à acquérir les bonnes compagnies, à mettre en place la bonne stratégie, parce qu'ils ont la possibilité de pouvoir être rémunérés sur la surperformance du fonds. C'est ce qu'on appelle le carried interest. Le management des entreprises qui sont acquises également a tout intérêt à évidemment aller vers les objectifs, donc atteindre les objectifs qui leur sont fixés par la société de gestion, parce que eux également sont incentivés au moment où l'on revend la société. Alors, l'autre avantage qui est très important, c'est effectivement le professionnalisme des sociétés de gestion. Aujourd'hui, la majorité en tout cas des sociétés avec lesquelles on travaille, ce sont des gens qui sont des professionnels aguerris, qui ont des dizaines et des dizaines d'années d'expérience dans ce domaine-là, qui ont donc également le réseau pour aller chercher les meilleurs fonds mondiaux qui sont spécialisés dans cette classe d'actifs. Voilà. Maintenant, on comprend un petit peu mieux comment fonctionne le private equity, l'intérêt qu'on a à opter pour ce type de solution. Alors, le private equity pour la retraite, ça se prépare avec un mécanisme de réinvestissement. Alors, les spécialistes du mécanisme de réinvestissement, c'est Altaroc, qui est une société qui est assez connue. Je crois qu'on a perdu notre caméra, Steph. Il faudrait que vous regardiez ça. Et donc, alors, j'espère que ben voilà, ça refonctionne. Donc, le mécanisme du réinvestissement, ce que Altaroc appelle le re-up, c'est un système où, et pour bien comprendre comment ça fonctionne, on va partir du postulat que vous investissez, vous procédez à votre investissement au fur et à mesure des appels de fonds sur 4 ans.
Donc, on va vous appeler peut-être 10 ou 15% la première année, puis 20% la deuxième année, puis comme ça, on va arriver jusqu'à la quatrième année, voire même jusqu'à la cinquième année. Mais l'argent que vous avez investi la première année, il va commencer à revenir la cinquième année. Et donc, l'idée, c'est de se dire, ben, finalement, si par exemple, comme chez Altarob, le ticket d'entrée, c'est de 100 000 euros, je n'ai pas besoin de mobiliser 100 000 euros puisque je vais commencer à récupérer de l'argent sur l'investissement que j'ai réalisé en année 1, je vais commencer à le récupérer en année 5 ou en année 4 ou 5, et alors que je n'ai pas complètement fini de décaisser. Donc c'est ce schéma qui est à l'origine de ce qu'on appelle le re-up ou le réinvestissement. C'est comme ça que ça fonctionne. Et le deuxième avantage, c'est que si on fait ça à chaque fois, c'est-à-dire que on prend des fonds qui émettent des millésimes différents chaque année, et ben, on va utiliser en fait, alors et on est obligé d'attendre 4 ans, hein, mais puisque 4 ans c'est les décaissements sans encaissement, mais à partir de la quatrième année où on va avoir des décaissements et des encaissements, on va utiliser les encaissements pour souscrire au nouveau millésime. Et donc, c'est un petit peu le tableau qu'on vous a montré là, vous voyez. Donc, si j'ai un engagement de 100 000 euros sur, par exemple, le millésime numéro 1, celui de l'année, si on l'année 1, c'est l'année 2025, je vais mettre 100 000 euros, je me suis engagé pour 100 000 euros, mais je vais en décaisser que 40 000. La deuxième année, j'en décaisserai 20 000 de plus, etc., etc. Et par contre, donc la deuxième année, je suis obligé de remettre 100 000 euros parce que ben, je n'ai pas encore d'encaissement et je souhaite souscrire à un nouveau millésime. On fait ça pendant 4 ans. Et donc, c'est à partir de ce moment-là où le système va faire boule de neige et où les rentrées d'argent provenant des premières des liquidations de mon fonds d'investissement vont permettre de limiter, voire de supprimer à moyen terme hein, l'engagement le décaissement que je dois réaliser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'après les simulations que nous ont fournies nos partenaires d'Altaroc, ben vous êtes obligé, si vous voulez générer un revenu de 70 000 euros à partir de l'année 11, vous allez devoir mobiliser un capital de 310 000 euros. Avec ce système de réinvestissement de boule de neige, on peut vous expliquer de manière plus détaillée le fonctionnement de ce modèle qui, j'en connais, est un peu complexe, mais retenez l'idée hein, que ben, si j'investis 310 000 euros sur une période de 6 ans, assez brève certes, mais rappelez-vous les ordres de grandeur des investissements que vous devrez réaliser précédemment sur des durées beaucoup plus longues. Ben vous voyez que très rapidement, vous arrivez à avoir une retraite qui est supérieure aux 4 000 euros par mois. Alors, c'est pas magique, hein, ça suppose que le sous-jacent soit très performant. Hein, et pour arriver à ces évaluations-là, Altaroc, lui, il est parti sur 13% de rendement interne. 13%, c'est sûr que ça dope hein, par rapport aux 4 ou 5% qu'on utilisait tout à l'heure. Et donc, c'est ça qui fait qu'on arrive à avoir une retraite plus importante en mettant un peu moins d'argent, même si on le met un petit peu plus vite. Alors les 13%, est-ce qu'ils sont crédibles, est-ce qu'ils ne sont pas crédibles? D'abord, ils ne tiennent pas le compte de la fiscalité. Donc ça ramènerait à 10%, donc il faudrait prévoir des rendements un peu moins sexy. Et ensuite, Altaroc dit, oui, moi j'investis que dans des sociétés de gestion qui ont un historique de 25 à 30% de rendement annuel. Donc j'arriverai bien à distribuer 13% parce que, bon, certes, il y a un peu plus de frais parce que c'est des clientèles de particuliers, pas une clientèle d'investisseurs institutionnels, mais globalement, je répartis mes risques parce que j'ai investi dans 5 ou 6 fonds
internationaux pour diversifier mon allocation, je vais bien arriver à 13%. Bon, ce qu'on peut se dire, c'est que si c'est pas 13%, et que si c'est 7, 8 ou 9% net d'impôt, c'est quand même une solution qui est intéressante et qui vous permet de constituer une retraite tout à fait décente en un petit peu moins de temps que les solutions précédentes. Est-ce que j'ai été clair? C'était très... C'est un peu compliqué quand Oui, même, hein, le réinvestissement. c'est- Alors, mais si vous voulez bien comprendre le réinvestissement, vous regardez sur YouTube, notre chaîne, on avait fait une émission télé avec Altaroc uniquement sur ce thème-là et qui s'appelait Inside Private Equity sur BFM TV. Steph, il y a une dernière solution, il faut qu'on aille vite, hein, mais Oui. qu'on n'a pas encore évoquée, qui est de se dire, je renonce à percevoir je vais souscrire à des produits dont la vocation est de ne pas distribuer des revenus pendant ma durée d'investissement. Et puis quand je suis arrivé à la retraite, là, ils vont distribuer plein pot les revenus. Ça s'appelle le démembrement. Expliquez-nous. Effectivement. Donc, la dernière méthode, c'est effectivement de passer par le démembrement de propriété. Alors, c'est quoi? C'est simplement la séparation de la propriété d'un bien immobilier. On va créer deux parties acheteuses. Donc, on a un nu propriétaire qui est le propriétaire du bien immobilier et on a l'usufruit. C'est la personne qui va, l'usufruitier, qui va, toucher les revenus. Euh, la durée du démembrement, pendant la durée du démembrement, les revenus, je viens de le dire, sont touchés par l'usufruitier, c'est la contrepartie. Et pendant cette période-là, le nu propriétaire, donc vous qui êtes propriétaire du bien, ne percevez aucun revenu. À la fin de cette période de démembrement, le nu propriétaire va récupérer dans sa totalité le bien avec toute la pleine propriété, donc toute la propriété et la jouissance. Ouais, c'est clair. Alors, quels sont les avantages? Alors, les avantages, vous allez pouvoir bénéficier tout de suite d'une réduction du prix d'acquisition qui peut aller jusqu'à 40% et sans fiscalité parce que vous allez avoir une réduction qui va représenter l'ensemble des loyers perçus sur la durée du démembrement. D'accord? Ça, c'est un avantage important parce que c'est une décote qui est très importante. Vous allez pouvoir vous constituer donc un patrimoine immobilier sans contrainte de gestion. Vous allez également, à terme, pouvoir bénéficier de compléments de revenus parce que vous allez pouvoir récupérer la pleine jouissance de votre bien. C'est également un moyen intéressant d'optimiser sa succession et donc de protéger sa famille. De facto également réduire sa fiscalité, puisque vous ne percevez pas de revenus pendant la période du démembrement, aucune fiscalité n'est appliquée. Alors, j'ai cru comprendre qu'il y avait deux solutions pour accéder, pour investir en une propriété. Quelles sont-elles alors? Effectivement. Alors, la première solution, c'est effectivement de faire une acquisition d'un bien immobilier en direct, en nue propriété. Les durées là de démembrement sont évidemment plus longues puisque le capital à investir est beaucoup plus important. Il faut compter entre 15 et 25 ans. Vous aurez la possibilité, alors généralement c'est intéressant sur de la promotion immobilière, c'est là qu'on va rencontrer ce type d'opération, mais il y a également la possibilité de pouvoir utiliser ce mécanisme-là sur le marché secondaire, donc de l'ancien. L'usufruit est généralement un opérateur social, donc ça peut être HLM ou Action Logement. Au terme, vous allez pouvoir récupérer, donc au terme du démembrement, vous allez pouvoir récupérer libre d'occupation votre bien en bon état. Vous pouvez ensuite le louer ou l'occuper selon vos objectifs. Alors, profitez-en, c'est la fête en ce moment. Si vous voulez acheter du propriété, les promoteurs, c'est la promotion, hein, c'est les braderies, hein, parce qu'ils sont plantés, ils n'arrivent plus à vendre leur programme depuis 2 ou 3 ans, et ils sont prêts à faire des efforts généreux. Là, on vous a mis en photo un programme qu'on a en cours de commercialisation, qui est à Saint-Cloud, là, le programme des Avelines. Donc lui, il commence juste à être commercialisé, le promoteur, il n'a pas encore baissé ses prix, et
la gamme est assez intéressante. Voilà, donc là, je peux vous dire qu'il y a des rabais en ce moment sur les acquisitions de logements, surtout sur la Côte d'Azur. Là, il y a des affaires à faire. Alors, la deuxième solution, elle est plus financière, c'est d'acheter des parts de SCPI. Exactement, et beaucoup plus accessible avec un ticket d'entrée qui est moins gros, en tout cas moins important que si on faisait un achat en direct. Donc là, alors, les SCPI, elles, ce sont des sociétés de gestion qui ont vocation à louer des immeubles d'entreprise. Et vous, en tant qu'investisseur, vous allez donc acquérir des parts de ces sociétés de ces sociétés de gestion, j'y arrive, donc les SCPI. Euh, Elles vont vous verser, l'objectif, c'est qu'elles vont vous verser en fait un loyer en forme de revenu sur une fréquence qui est déterminée, mensuelle ou trimestrielle, etc. Euh, Elle va aujourd'hui, ce que l'on constate sur le marché en tout cas, c'est que ces SCPI génèrent quand même des rendements qui sont assez élevés, des rendements qui sont très intéressants. Vous aurez également donc une souplesse en termes de durée du démembrement, parce que vous aurez à choisir éventuellement la durée qui vous intéresse. Également moins de frais que si vous achetiez un appartement en direct. Pour les Français de l'étranger, le conseil, c'est de pouvoir acquérir les SCPI européennes parce qu'il y a un avantage fiscal pour cela. En fait, en matière immobilière, un bien immobilier est en théorie fiscalisé dans le pays dans lequel il se trouve. Comme la France a mis en place des conventions fiscales avec ses voisins, généralement, la fiscalité qui est prévue dans ces conventions-là sont beaucoup plus favorables comparée à la fiscalité des revenus fonciers en France. Ça c'est surtout si vous prévoyez de rester à l'étranger après, au moment de votre retraite, parce que là, du coup, vous n'aurez pas à supporter les prélèvements sociaux. Alors, on a fait une petite simulation, hein, toujours par rapport aux 4 000 euros, là, qui était le cas de notre webinaire, et on s'est dit, bah, comment ça marche avec les SCPI? On a pris une SCPI sur laquelle on a un peu de visibilité, qui est européenne, qui s'appelle Quorum Origine, qui existe depuis une quinzaine d'années. Elle a un rendement net d'impôt qui est à peu près de 5%. Et qui est assez stable et solide sur la période. Donc on s'est dit que c'était un bon support pour faire des simulations. Et on s'est dit, ben, on va se mettre dans la situation où j'épargne sur 20 ans. Donc la première année, j'achète une SCPI, je mets un peu de mon épargne sur une SCPI qui est démembrée pendant 20 ans, puis la deuxième année pendant 19 ans, etc., jusqu'à la 20e année. Et donc je mets 25 000 euros chaque année, je touche rien pendant 20 ans. Qu'est-ce qui se passe la 20e année? Donc, on a supposé que les parts de la SCPI Quorum se valorisaient de 2,5% par an, ce qui est une hypothèse plutôt prudente parce qu'elles se sont valorisées plus sur les 10 dernières années. On était à 8 ou 9%. On s'est dit que les résultats passés ne préjugeaient pas les résultats futurs. Et on a supposé que la 20e année, le rendement de la SCPI Quorum, il serait le même que celui qu'il est aujourd'hui. Donc tout ça, ça ne tient pas compte de l'inflation, hein, mais ça permet d'avoir un ordre d'idée. Et donc, qu'est-ce qui se passe si si on va jusqu'au bout de cet effort d'épargne? Ben, votre capital, il s'élève à 975 000 euros la 20e année. On était quand même parti de 580 000 euros, donc c'est quand même pas si mal. Et ensuite, pourquoi on a mis 860 000 euros net de frais? Vous savez, quand vous achetez des SCPI, vous supportez des frais que quelque part vous allez payer quand vous souhaiterez revendre votre part de SCPI. Hein, c'est les fameux frais d'entrée sur les SCPI. Donc ceux-là, ils sont de 12% sur Quorum. Donc Mais par contre, le rendement de 5% va bien s'appliquer aux 975 000 euros. Et donc ça vous permet d'avoir une rente de 4 100 euros. Et par rapport à ce dont on disait tout à l'heure, c'est pas une rente viagère, donc vous n'êtes pas dans le cas du PER, et c'est pas une rente où vous risquez de vous retrouver avec zéro en capital à 85 ans, comme Steph l'a évoqué sur l'assurance vie. Donc c'est quand même une solution qui est intéressante en complément ou éventuellement exclusivement, mais on recommande quand même plutôt en complément d'autres solutions. Steph, vous disiez que 5% c'est un bon rendement, ce qui est vrai, hein, il faut pas 4% en financier, c'est pas un mauvais rendement, 5% en immobilier, c'est pas non plus un mauvais rendement. Il faut savoir qu'il y a quand même du risque dans les SCPI, hein, parce qu'il y en a Quorum Origine a bien passé les 3 dernières années, mais il y a des SCPI qui ont souffert.
Donc mais globalement, on trouve que c'est un bon couple rendement de risque, ce type de placement, et ça mérite d'être étudié dans le cas d'une allocation pour la retraite. Voilà, on a fini un petit peu toutes les solutions. On a vu le PER pour la rente viagère, on a vu l'assurance vie, on a vu le private equity, on vient de voir le démembrement pour créer des revenus. Moi, j'aurais tendance à dire que qu'est-ce que vous devez choisir? Ben, ça dépend des réponses aux questions que Steph vous avez posées avant de commencer à présenter les solutions. Donc, ça dépend de vos moyens, ça dépend de votre projet de vie, etc., etc. Et puis peut-être qu'une solution, si vous en avez les moyens, qui consiste à combiner deux ou trois de ces solutions, ben, c'est peut-être une solution qui mérite d'être approfondie. Alors, on en a fini un petit peu avec le webinaire tel qu'on souhaitait vous l'exposer ce soir. Je vous invite à poser vos questions, comme on vous l'a dit tout à l'heure. Il y a déjà une question qui a été posée. On va y répondre juste après. Alors, on a loupé la fiscalité, mais vous la connaissez, on ne va pas rentrer trop dans les détails sur les SCPI. Mais retenez que vous avez intérêt à prendre des SCPI européennes si vous êtes résident, non résident français. Ça, c'est surtout si vous n'êtes pas dans l'Union européenne, parce que vous allez payer les prélèvements sociaux. Et sur les logements, n'oubliez pas la taxe foncière en France. Donc oui, avant de répondre aux quelques questions qui pourraient être posées, on vous dit qui on est, hein, quand même, hein, pour ceux qui nous découvrent ce soir. Donc Steph et moi, on travaille, on vous l'a dit, au sein d'un cabinet qui s'appelle Mon Bon Patrimoine. C'est un cabinet que j'ai repris il y a une douzaine d'années, qui s'appelait avant Élysée Vendôme, qui existe depuis une quarantaine d'années, qui est spécialisé dans l'accompagnement des Français expatriés depuis 2008. On est un cabinet dont la taille est intermédiaire, hein, c'est ce qu'on dit à chaque fois. On a 2000 clients, c'est plutôt des clients aisés, hein, et ces 2000 clients, ils résident pour partir en France et pour partir à l'étranger. On a 300 millions d'euros d'actifs sous gestion, on a un peu tout, hein, comme actifs. On a de l'assurance vie, on a des comptes titres, on a des SCPI, on a des personnes, des clients qui ont acheté de l'immobilier aussi. De private equity. Et du private equity, on en a fait beaucoup ces dernières années. Alors, vos interlocuteurs, on est une douzaine de personnes au sein du cabinet. Vos interlocuteurs, ben Steph, c'est un pro, hein, et il a travaillé dans la banque privée en France, il a travaillé dans la banque privée au Luxembourg, il a travaillé dans le private equity à l'international, donc c'est pas un perdreau d'année, hein, il a l'expertise et l'expérience pour vous apporter des conseils avisés. Et moi-même, bah, moi je suis encore plus expérimenté, comme vous le voyez. J'ai presque 40 ans d'expérience en plus, hein. J'ai voulu être un peu gentil avec moi-même. Donc, j'ai travaillé dans la banque privée, j'ai travaillé dans le private equity, j'ai travaillé dans l'immobilier, dans le crédit immobilier, dans plein de choses. Notamment, j'avais participé à la création d'une banque de gestion de fortune qui s'appelle aujourd'hui Natixis Wealth Management. Alors, on n'est pas tous les deux, hein. On a des experts métiers, alors ça passe pas bien là, parce qu'on s'est un peu emmêlé les pinceaux avec les emojis, mais on a une personne qui fait de l'assurance santé, on a une personne qui fait les allocations d'actifs pour le compte de nos clients, on a une personne qui accompagne nos clients dans toutes les problématiques patrimoniales et fiscales. On a un ingénieur qui a 40 ans d'expérience et qui est hyper pointu. Et puis, on a des personnes qui sont à l'étranger, hein. Il y a Christophe Purolan qui nous écoute, qui est au Portugal. Et on vous donnera ses coordonnées si vous souhaitez le joindre et si vous êtes présent sur place. Donc voilà, on est un cabinet à taille humaine, c'est ce qu'on veut. Après, on voulait juste vous faire une petite présentation des différents métiers qu'on exerce, hein, pour que vous voyez un petit peu mieux les services qu'on peut vous proposer. Donc, en gestion de patrimoine, c'est hyper classique, hein, vous avez compris un petit peu ce soir ce qu'on peut vous proposer, hein, assurance vie, SCPI, voilà. Ça, bah, il faut comprendre que derrière, on a quand même des autorités de tutelle qui nous surveillent. Donc, on est obligé de s'inscrire dans un annuaire qui s'appelle l'ORIAS, et puis l'assurance, c'est la CPR qui nous contrôle, et tout ce qui est placement financier, c'est l'AMF. Donc, on a un deuxième métier, on en a aussi parlé tout à l'heure, qui est l'immobilier. Donc, l'immobilier, on peut faire des transactions, hein. Là, on est en train de vendre une boutique commerciale pour le compte d'un de nos clients à Sofidy. On peut faire de la défiscalisation. On est spécialisé dans le viager, même si le marché est compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup d'acheteurs. Et puis, on est spécialisé pour l'immobilier, pour les Français de l'étranger, mais plutôt en France, hein. Troisième métier, tout ce qui est protection. Protection, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, santé individuelle,
en France et surtout à l'international. Hein, on a pas mal de clients à l'international. Santé collective, prévoyance. Donc ça, on a des personnes qui sont spécialisées sur ce métier-là. Et puis ensuite, dernier métier, on ne va pas tout faire, hein, conseil et crédit. Donc le conseil, c'est tout ce qui est accompagnement patrimonial. Donc soit avec notre ingénieur patrimonial, soit en direct avec nos conseillers. Et puis financement, alors soit on le fait tout seul, parce que en général, on fait plutôt les crédits compliqués, nous, tout seul. Et puis quand les crédits sont un peu plus simples, on travaille avec un partenaire qu'on a présenté lors de nos précédents webinaires et que vous retrouverez si vous le souhaitez sur notre chaîne YouTube. Donc bon, on a des solutions pour les crédits aussi. Vous savez que c'est pas simple, les crédits pour les Français qui résident à l'étranger. Bon, comme d'habitude, on est trop long. Pour en finir, où c'est que vous pouvez nous rencontrer? Ben, vous avez vu, on vous a mis nos beaux bureaux qui sont à côté de l'Arc de Triomphe à Paris. On a des bureaux à Valence, hein, c'est pas le même style. Hein. Et puis on a une antenne aussi à Nice, donc vous pouvez nous rencontrer dans ces trois villes-là. Pourquoi vous pouvez nous choisir? Ben, j'espère que vous êtes convaincus que vous pouvez avoir confiance. Nous, on est indépendants, on n'a pas de conflit d'intérêts, on ne vend pas de produits maison, on recherche toujours les meilleures solutions pour nos clients. C'est important. Si vous allez dans une banque, on vous vendra les produits de la banque. Nous, on travaille avec tout le monde. On travaille même avec des concurrents directs comme Rothschild, si vous souhaitez avoir accès à des conditions très particulières au Luxembourg pour des gros comptes titres. On a une expertise internationale. Steph, il fait ça depuis longtemps. Et le cabinet, il est présent sur le métier depuis 15 ans, hein, on l'a dit tout à l'heure, même 17 ans, on l'a dit tout à l'heure. Accompagnement sur mesure, ben, Steph, il s'occupe de vous. Il vous suit dans la durée. Ça ne change pas tous les 3 mois. On essaye en tout cas. Et puis, un dernier point qui est important, c'est que nous, on est complètement. Alors, la réglementation nous y oblige, mais on le fait de bonne volonté. On est totalement transparent sur les frais. Donc, ça, généralement, sur les frais, on est payé par les fournisseurs de produits qu'on vous propose. Mais chaque fois qu'on vous fait une proposition, on va vous dire combien on est payé. Donc, c'est complètement transparent. Et si vous souhaitez nous payer directement et pas que ce soit les fournisseurs, il n'y a pas de problème. Et ensuite, quand on fait du conseil patrimonial, par contre, on vous fera un devis et vous nous direz si vous êtes d'accord ou pas avant qu'on réalise la mission pour vous. Voilà, c'était long, mais le thème des retraites, c'est toujours le truc le plus long, hein, Steph, hein, dans nos webinaires. Alors, on fait des webinaires tous les mois, hein, donc n'hésitez pas, on vous enverra le replay, on vous enverra les slides de présentation. Et n'hésitez pas à aller sur notre site internet, dans la page webinaire, vous pouvez vous inscrire à tous les webinaires qui sont prévus après. Et sinon, sinon on vous enverra, en même temps que le replay, on vous enverra l'ordre du jour des prochains webinaires. Donc, ne soyez pas. Normalement, vous aurez toutes les informations pour pouvoir suivre notre cycle de webinaires au cours de l'année à venir. On a dit, si vous avez des questions à poser, c'est Zoom, avec questions-réponses. La question, je crois qu'elle est portée, il y a une question, hein, elle est portée sur la différence entre les pensions nationales et maintenant j'arrive plus, alors, les pensions nationales et les pensions proportionnelles. Vous savez, on en avait parlé au début, et la question c'était quels critères justifient de passer de la pension nationale à la pension proportionnelle. En fait, il n'y a pas de critères. Comment on l'a dit quand on en a parlé, c'est deux méthodes de calcul. Il y a une méthode où on fait au prorata, il y a une méthode où on fait en calculant brut de décoffrage en fonction des pays où on a cotisé. Et ensuite, on regarde quel est le montant le plus élevé des deux pensions. Donc, il n'y a pas de critère particulier, on prend le plus élevé des deux. Voilà. Donc, si vous avez des questions, alors, on a fait un webinaire un peu technique ce soir, hein, on essaiera d'être au moins technique ceux d'après. Je vois qu'il y a une deuxième question qui est posée, si j'arrive à l'attraper. J'espère que je saurai y répondre, hein, surtout. Hein. Sinon, je le dirai à Steph. Ça tombe bien, la question c'était, avez-vous une expérience avec le Maroc? Steph, je vous laisse la réponse. Oui, totalement. On a un pool de clients au Maroc. Un gros pool. Un gros pool. Et j'y vais régulièrement pour rencontrer des clients. Donc voilà. On sait s'occuper de nos clients qui sont résidents au Maroc. Et on peut les rencontrer on les rencontre sur place. Et on les rencontre sur place, hein, au Maroc. Tous les jours, mais souvent. Exactement. Voilà. Alors, chez nous, il est tard. Hein. Je ne sais pas pour vous. Steph, vous avez faim?
Non? Bon, on va vous laisser, hein, parce que là, il n'y a plus. Ah, ben, en plus, ça s'est arrêté. Moi, je vous Ah, dis, alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, je vous dis bonne soirée. Merci de votre attention. merci beaucoup. Et Bonne puis, soirée ou bonne journée. et puis à très bientôt. À très Allez, bientôt. au revoir. Au revoir.